Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour à tous et à toutes, bonjour Hélène. Bonjour Charlène. Je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode qui va parler des cimetières. Mais avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites et de nous dire ce qui est important pour toi. Oh, merci. Donc je suis consultante funéraire depuis 2019 maintenant. J'ai d'abord été conseillère funéraire, c'est-à-dire que j'ai travaillé en agence de pompes funèbres et très rapidement j'ai eu envie d'accompagner des gens en fait à réfléchir à leurs obsèques, parce que je voyais un peu trop souvent des gens passer le bureau et faites ce qui est bien, vous avez l'habitude, etc. Oh mais on n'en avait jamais parlé ensemble. Voilà, donc avec peu d'idées pour co-construire avec les pompes funèbres, et ce qui fait que voilà, je me suis mis un peu à cet endroit-là pour accompagner les gens et qu'ils puissent du coup connaître leurs droits, voilà, d'endeuiller. Et puis tout naturellement, j'ai glissé vers les cimetières. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne les municipalités, les collectivités sur la gestion, sur l'aménagement, la conception d'espaces funéraires. Voilà, je fais tout ça. Tout ça, Voilà. Ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Et justement, tu l'as dit, il y a cette notion de gestion du cimetière, des cimetières. Et je pense que c'était intéressant, on en avait parlé ensemble, de faire un petit peu un état des lieux dans le temps, un état temporel, si on peut le dire comme ça, de qu'est-ce qui était le cimetière hier, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui et peut-être qu'est-ce qui pourrait être demain. La question est large. Ouais, très. Un peu trop, mais on va y arriver. Ouais. J'imagine très bien qu'on ne sera pas exhaustif, mais peut-être on peut commencer par c'est quoi la différence entre le cimetière d'hier et le cimetière d'aujourd'hui, de ce que toi aussi tu peux connaître et de ce que toi tu as pu voir et observer. Oui, alors dans les grands classiques, en fait, le cimetière que vous connaissez aujourd'hui, en fait, est un cimetière très récent qui a pris sa naissance en fait à la suite de la Révolution française, la clôture de l'Ancien Régime, comme on dit, voilà. Et en fait, avec le fait qu'on a mis le cimetière en dehors des bourgs, on a éloigné, alors qu'il était à l'intérieur. Là aujourd'hui, avec l'urbanisation grandissante, les cimetières, pour certains, en fait, se retrouvent maintenant à l'intérieur des villes, mais sur le principe, en tout cas, d'une sépulture individuelle avec un monument, en tout cas, c'est issu, en fait, on va dire du début du siècle. Donc finalement, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et il a été conçu de cette manière-là, enfin en tout cas comme vous le connaissez aujourd'hui, pour répondre aussi à une certaine logistique. En fait, le cimetière, il est conçu pour être un endroit où on arrive à l'état de défunt, une dépouille mortuaire, pour aller jusqu'à l'os blanc. Et ensuite, on est censé exhumer du coup les dépouilles pour les mettre à l'ossuaire. C'est vraiment le principe, le procédé classique en fait d'un cimetière. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et donc en fait, la problématique est que ce processus est un peu freiné par les concessions perpétuelles, notamment. Il y a eu une pratique en tout cas de la concession perpétuelle un peu ou des concessions centenaires. Maintenant, elles n'existent plus, mais voilà, trentenaires, cinquantenaires, etc., qui font que les cimetières se figent et on manque de place. Et c'est une vraie difficulté, en tout cas pour les cimetières urbains notamment. Voilà un peu pour planter le décor. Et que donc ça, c'est sur un plan, on va dire,
très logistique et sur un plan rituel. Donc à la base, on était enterré autour d'une église. Et donc voilà, ça s'est arrêté donc grosso modo avec l'ancien régime, et on a plutôt été vers des sépultures donc dites individuelles ou de famille. Elles existaient déjà auparavant, mais elles se sont réaffirmées en tout cas avec le cimetière moderne et avec l'idée d'un repos éternel. C'est-à-dire qu'on fige le défunt en fait dans une demeure éternelle, voilà, une dernière demeure, une demeure éternelle en attendant la rédemption. Voilà. Et donc avec assez peu d'intérêt pour, on va dire, la terre. Voilà, on va dire on se dit que le paradis est ailleurs, mais pas sur terre, pour faire large. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, avec les changements de société, le fait qu'on soit un peu moins croyant, en tout cas, il y a de plus en plus de cérémonies laïques, que on a plus de préoccupations en fait vers l'écologie. On souhaite avoir une dépouille qui ne soit plus éternelle cette fois-ci, mais avoir un véritable retour à la terre et considérer qu'on va moins impacter par du coup le fait d'être enterré en pleine terre et non pas dans un caveau avec un monument, etc. Mais qu'on va plutôt du coup faire en sorte que notre dépouille mortuaire impacte peu ou voire serve du coup la nature. Donc ça c'est dans l'idée, dans la spiritualité en tout cas, voilà, d'intention de l'inhumation. Voilà, pour ce qui est on va dire, de la vision d'aujourd'hui vers le futur. Voilà. Tu nous as fait déjà une belle introduction finalement à tous les sujets qu'on va pouvoir échanger. Tu as cité la notion de cimetière urbain. Je me dis qu'il y a peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe une différence entre les cimetières à la ville et les cimetières à la campagne? Et si oui, quelles sont-elles? Alors, les cimetières urbains, pour moi, sont plutôt pensés comme des espaces verts. Donc, ils vont être considérés comme des parcs, finalement. Et ça s'est vraiment vu avec l'usage qui en a été fait, en fait, pendant la période du Covid et du confinement. Et les gens allaient se promener au parc, où c'est, en tout cas, des espaces où on va trouver des arbres, où on va trouver, en tout cas, un espace de calme, en fait. Voilà. Alors qu'à la campagne, on va avoir plutôt la nature autour. Donc c'est vraiment un espace dédié au recueillement, un espace qui va être plus minéral et un espace où en fait peu d'arbres, parce qu'en fait comme la végétation elle est autour, on n'a pas la nécessité en fait d'en avoir à l'intérieur, voire même elle n'est pas souhaitée. Et alors ça, bah du coup c'est ça fait partie des évolutions du cimetière entre le cimetière ancien et le cimetière d'aujourd'hui. Il y a vraiment l'idée d'un entretien. La mairie se doit en fait d'entretenir ce lieu, et donc en fonction des différentes méthodes d'entretien, vous allez avoir des cimetières plus ou moins minéraux, parce que du coup il y avait une facilité à l'entretien. Et ce qui peut être notable pour un cimetière urbain, par exemple pour la ville de Paris, c'est que les cimetières sont en charge des espaces verts. Donc la commune de Paris, on va dire le service de la commune de Paris qui jouxte en fait, enfin qui sert le service funéraire, c'est les espaces verts. Voilà, donc il y a quand même clairement une volonté d'y travailler le vivant. Alors que dans des villes plus petites, plus rurales, etc., on va avoir une gestion en fait plutôt qui allait qui a pas si longtemps de désherbage, en tout cas faire en sorte que ça soit le plus dénaturé possible. Voilà, dévégétalisé possible. Voilà. La grande différence. En fait, on sent des différences. Ouais, on sent des différences d'usage entre l'urbain et la campagne, entre le cimetière d'hier, le cimetière d'aujourd'hui et le cimetière de demain. Tu l'as dit, il y a plein de défis aussi finalement autour des cimetières dans notre société actuelle. Il y a notre société finalement qui évolue, nos mœurs, tu parlais d'écologie aussi tout à l'heure, la notion de la terre et du vivant. Et on entend parler de pas mal de termes qui seraient peut-être bien finalement de reposer, ou en tout cas, voilà, encore une fois, parfois, comme je dis, qu'importe la petite définition du Larousse, mais qu'on se mette ensemble d'accord, toi et moi et auditeurs, auditrices, pour partir de la même base. Il y a cette notion de terramation, il y a l'humusation, il y a la sépulture en pleine terre, mais il y en a pour beaucoup, je pense que ça doit être un peu du charabia.
Qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour éclairer ces Alors, points? oui, alors je vais essayer d'être concise. Pour faire simple, en France, actuellement, vous avez le droit d'être inhumé, donc du coup en cercueil, soit dans ce qu'on appelle un caveau, soit en pleine terre. Voilà, c'est-à-dire le cercueil à même la terre. Ou alors, vous pouvez être crématisé, ou certains parlent d'incinération, mais dans le jargon funéraire, on parle de crématisation, voilà. Donc, ou là, toujours en cercueil, et vous avez la possibilité de disperser ces cendres en pleine nature, ou d'être intégré à un cimetière, donc dispersé dans un jardin du souvenir, être inhumé, donc soit dans un caveau, soit en pleine terre, de la même manière. Voilà un peu à gros traits, en fait, ce qui est possible en France. Ensuite, on réfléchit justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le gain de place. Le fait qu'on transforme la dépouille à l'os blanc, ou en tout cas qu'on aille vers cette transformation finale le plus vite possible pour gagner de la place. Et donc là, plusieurs possibilités sont à l'œuvre. Donc, on va, pour certaines du coup municipalités, favoriser en fait les inhumations en pleine terre, toujours en cercueil. Mais le Conseil d'État réfléchit à la possibilité qu'on puisse inhumer, enfin en tout cas le CNOF, le Conseil national des opérations funéraires, voilà, donc il y a une entité donc de réflexion au niveau de l'État, réfléchit à la possibilité donc d'enterrer en pleine terre sans cercueil, mais aussi a ouvert en fait l'expérimentation là pour ce qu'on appelle humusation ou certains parlent de terramation. Alors donc ça, ce n'est pas légal encore une fois, mais du coup c'est à l'étude. C'est le principe pour les deux est de composter la dépouille. Donc du coup de composter le ou la défunte. Après il y a plusieurs méthodes et donc vous avez le terme d'humusation a été breveté et utilisé en fait par les gens d'humusation d'humusation France, voilà, ou aussi, enfin c'est un réseau en fait d'associations qui s'appelle Humusation, il y en a dont l'origine est en Belgique. Et le principe est d'être à même la terre. Donc on va déposer la dépouille, du coup, soit un tout petit peu enterrée dans le sol, très peu, de 30 cm, et on va recouvrir en fait d'un humus actif, donc en fait d'un compost actif, ou alors du coup on pose à même la terre et puis donc on recouvre. Donc là il va y avoir des maîtres humusateurs qui vont gérer du coup cette décomposition voilà, donc ça dure grosso modo sur une année. Donc ça, c'est à l'étude. Vous avez d'autres dispositifs qui sont eux fermés, donc soit dans des capsules, en fait, dans des caissons, en fait, où l'humusation, du coup, la terramation, voilà, va se produire donc à l'intérieur de ce caisson avec une hygrométrie contrôlée, etc. Pareil, il y aura aussi des maîtres humusateurs qui seront présents, en tout cas, ou en tout cas des gens qui vont du coup contrôler en fait que le processus se déroule bien. Ou alors, ça va être comme aux États-Unis, par exemple, où vous avez ce qu'on appelle des caissons, donc donc c'est pas un caisson individuel, enfin c'est comment je peux expliquer ça, c'est complètement hors sol. Donc là, vous n'avez pas un caisson qui est intégré en fait dans un cimetière, mais c'est comme vous vous déplacez au crématorium, vous vous déplacez en fait dans un endroit où vous allez être du coup composté. Et donc vont ressortir du coup de là en fait de tous ces processus environ 1 m3 de compost. Donc je parle pas d'1 m3 de terre parce que donc faut bien différencier en fait du compost et de la terre. Donc il va falloir réamender avec de la terre végétale pour que ça puisse être exploitable. Et donc soit là il y a toute une définition en fait à créer juridiquement pour que ça puisse être possible en fait en France. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait de ce compost? Est-ce qu'il est restitué à la famille? Est-ce que du coup ça sera considéré comme la dispersion et que du coup ce compost va être utilisé en fait par la municipalité où ça aura eu lieu à des destinations très précises pour planter une forêt, etc. Bon voilà. Donc tout reste à décider, mais voilà un peu, on va dire, pour ce vocabulaire-là. Donc ça, c'est pour les principes. Donc là, j'ai expliqué simplement en fait les différents types de sépultures qui sont un peu étudiés en ce moment. Même s'il y en a encore d'autres, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Parce qu'il y a aussi un petit mot. En tout cas, il y a l'aquamation. Donc là, on parle de crémation par l'eau, où en fait, c'est un processus en fait d'une eau qui est dont le taux d'acidité est modifié et qui fait que on va
arriver à l'os blanc et que toutes les chairs, etc., vont se dissoudre. Ça fait un petit peu un petit bouillon, une petite marmite, un petit pot-au-feu. Voilà, pour l'expliquer, voilà, autrement. Et donc ensuite, toutes ces eaux, en tout cas tous ces liquides, vont être traités. Mais on arrivera à la même solution, c'est-à-dire qu'on arrive à l'os blanc. Donc l'os va être pulvérisé et transmis à la famille. De la même manière que pour la crémation, finalement. On vous rend votre défunt dans une urne. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Donc ça, d'un point de vue législatif, en fait, on pourrait déjà le mettre en place en France, mais il y a quand même certaines réticences, de la part, en fait, de certaines municipalités, au fait du traitement, en fait, des eaux, de la part, en fait, voilà, aussi de certaines, voilà, de familles, ou en tout cas d'associations, etc. Donc, mais ça reste quelque chose en tout cas, l'équipement est peu coûteux, moins coûteux en fait qu'un crématorium, donc peut-être un peu moins énergivore. Voilà, donc il y a quand même des choses sur lesquelles, il reste à réfléchir. Ensuite, vous avez la promotion. Alors ça, c'est un dispositif qui a été étudié, mais pas encore mis en œuvre. Du coup, peut-être même pas breveté, mais en tout cas, il s'agit là en fait de lyophiliser en fait la dépouille du corps pour ensuite la congeler et du coup la briser. Et donc on arriverait finalement à assez peu de matière, voilà. Et je pense que ça serait aussi une restitution d'urne ou peut-être une dispersion. Donc voilà. Donc il existe en fait tous ces procédés, mais j'ai nommé en tout cas l'humusation, la terramation en avant parce que c'est celle qui, on va dire, est celle qui est la plus plébiscitée en tout cas par les futurs morts, en tout cas les citoyens, voilà. Et la profession du funéraire va plutôt avoir tendance à aller vers la crémation et l'aquamation. Donc on a comme ça en fait deux envies, et donc les deux sont pour le moment en tout cas en réflexion. Et ce qui fait que ça modifie considérablement en tout cas l'image de nos cimetières derrière. Forcément, en fait, en fonction de ce qui va être choisi, en fonction de ce qui va résulter en fait de ces études et des choix qui seront faits par les gouvernements, forcément, ça va impacter en fait sur l'image de nos cimetières ensuite. Voilà. Et donc, voilà, je peux passer à d'autres définitions. Mais voilà. Je pense que c'est important justement de repréciser les termes, comme tu l'as dit. Là, on était plus sur l'aspect aussi des sépultures avant finalement d'arriver au cimetière, sachant que l'objectif, si j'ai bien compris, et tu me corriges si c'est pas le cas, mais qu'importe le mode qu'on choisit, étant d'arriver finalement à l'os blanc. Et justement, tu dis finalement tout ça va avoir un impact aussi sur nos cimetières. Je sais qu'on en a parlé un petit peu ensemble. Il y a ces notions de cimetière naturel, cimetière paysager. Alors vas-y, pareil, fais-nous les définitions, clarifie-nous un petit peu tout ça. Et puis, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est des choses qui existent déjà? Là, on voit que dans tous les modes finalement dont tu as parlé, il y a pas mal de choses qui sont en réflexion, qui sont en train de bouger. Tu parlais de comités aussi qui réfléchissent à tout ça, avec des choses qui sont en place dans certains pays, pas forcément en France, avec des réticences aussi. Pas mal de questions, j'imagine, aussi au niveau certes écologique, mais au niveau éthique. Enfin voilà, il y a plein de questionnements autour de tout ça. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau de ces cimetières, ou est-ce que finalement les cimetières naturels, paysagers, est-ce que c'est des choses qui sont déjà en place, et si oui, un petit peu où finalement? Où est-ce qu'on peut découvrir tout ça? Oui, ça existe déjà. Ça existe complètement, à la fois en France et à la fois aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne. Et donc il y a différentes typologies. En tout cas, on peut partir, on peut progresser en tout cas de ce qu'on connaît. Donc il y a effectivement le cimetière minéral qu'on connaît déjà. Ensuite, vous avez ce qu'on peut appeler les cimetières paysagers. Donc là, vous en avez un célèbre, par exemple, enfin célèbre ou en tout cas qui est un peu notable à Clamart, donc qui a été conçu dans les années 70 par un architecte qui s'appelle Robert Ozel. Et puis vous avez un peu l'idée. En fait, l'idée du cimetière type le Père-Lachaise, en fait, est un cimetière paysage. C'est un cimetière jardin. Donc, avec la conception, en fait, d'une idée
d'un jardin à l'anglaise, en fait, entretenu, donc avec des haies taillées, etc. Donc là, on va plutôt être dans la reproduction, en fait, d'un paysage et le fait d'avoir, enfin, la création plutôt d'un paysage et le fait d'avoir un jardin entretenu. Voilà. Donc ça, je pense que vous en connaissez quelques-uns. Ensuite, vous avez donc le cimetière donc paysager, comme je l'ai dit, de celui de Robert Rosel, qui vont plutôt être des cimetières qui vont être conçus par des paysagistes, qui vont être conçus en fait pour avoir en fait une implantation des inhumations et des crémations avec du végétal, mais organisé, voilà, avec une reproduction encore d'un paysage. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le cimetière naturel. Le cimetière naturel, tel qu'il est pensé aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne, ça va être en fait un endroit où l'être humain impacte le moins possible, intervient le moins possible. Donc quand vous rentrez en fait dans ces cimetières, vous voyez rien, c'est-à-dire que vous voyez un paysage. Les sépultures sont pas visibles parce que vous allez avoir juste simplement en fait des points de remarque, des petites stèles de remarque en bois qui vont finir par se décomposer. Et les sépultures, ça s'est modernisé, sont pointées sur un plan, enfin du coup avec des coordonnées GPS en réalité. Donc ça s'est modernisé d'une telle manière. Et nous, la lecture qu'on en a faite actuellement en France du cimetière naturel, le plus connu, c'est le cimetière du Souchet à Niort. Donc là, la différence avec un cimetière paysager, c'est que il y a une charte qui est associée en fait à leur cimetière, qui impose en fait aux endeuillés d'être inhumés dans un cercueil non traité, avec si possible pas de soins de conservation, et donc pas de formol, etc. dans le corps, pas d'embaumement si vous préférez, et sans sépulture, sans monument au-dessus. Voilà, donc pas de monument en fait en granit par-dessus. Donc avec un monument en fait une manière de rendre hommage de la façon végétalisée. Donc la commune donne aussi une palette végétale de choix en fait de plants en fait en tout cas d'espèces que vous pouvez disposer sur la sépulture. Donc là on arrive à un dispositif naturel mais qui vous voyez encore le cimetière. Donc, quand vous rentrez dans le cimetière de Niort, au Souchet, finalement, le cimetière est encore organisé d'une telle manière que vous avez, en fait, face à vous, encore une interprétation, un jardin, si vous préférez. Mais ce n'est pas une parcelle dite stricto sensus naturelle. Pour arriver à ça, ça voudrait dire que notre cimetière, parce que du coup, les cimetières dont je parlais, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc., ou en Angleterre, sont des surfaces hyper grandes. Là, en mémoire, il y a un cimetière donc aux Pays-Bas qui fait près de 20 hectares. Il fait près de 20 hectares, il n'y a pas de clôture, donc les animaux du coup et n'importe qui en fait peut s'y promener en fait de manière libre, chose qui est impossible chez nous. Donc parce que la clôture est obligatoire. Donc ça voudrait dire que on a ces choses-là en fait à travailler pour aller vers ce type de cimetière dit naturel. Après, il y a des choses très intéressantes qui sont à l'œuvre, alors qui sont ce qu'on appelle des forêts sanctuaires. C'est carrément en fait un label qui a été déposé en fait par une association. Donc il y en a beaucoup en fait en Alsace, où là il n'y a pas d'inhumation de cercueil, mais ça va être des forêts cinéraires. Donc vous pouvez inhumer des urnes ou disperser, en tout cas les cendres, dans ces forêts sanctuaires. Pourquoi sanctuaire? C'est parce qu'on va protéger en fait une forêt qui est existante ou créer une forêt en devenir qui va être protégée par le fait d'être un cimetière, donc se sacraliser, et donc on ne pourra plus du coup la détruire. En tout cas couper les arbres parce que du coup on porterait atteinte en tout cas au cimetière. Donc ça c'est des méthodes intéressantes mais qui sont assez complexes à mettre en œuvre avec des cercueils. Parce que si votre forêt est existante, du coup si vous inhumez le cercueil trop près de l'arbre, vous allez couper les racines et endommager en fait l'arbre. Ou alors donc si vous plantez un arbre en fait au-dessus d'un cercueil, la décomposition même en fait voilà, il y a cette image un peu poétique qu'on plante un arbre au-dessus d'un défunt, sauf que ça va faire un apport en fait d'azote beaucoup trop
fort, ou en tout cas qui va peut-être nuire en fait à la juste à la À l'écosystème, à l'environnement. Non, mais en fait au développement de l'arbre simplement, et que peut-être l'arbre en fait va mourir parce qu'il y aura trop d'apports organiques. On peut le supposer. Ça peut être ça. Donc tout ça, c'est à réfléchir pour le mettre en œuvre, en tout cas pour l'inhumation. Mais c'est tout à fait envisageable. La loi française en fait le permet, et donc ça, c'est la prochaine étape, j'ai envie de dire. Voilà. Et il y a vraiment, dans tout ce que tu dis, je reprends cette notion où dans ces lieux, il n'y a pas forcément de barrière, on sent quelque chose qui est très ouvert. Tu parles justement faut faire attention, il y a toute une réflexion à avoir pour que finalement, si on met un arbre au-dessus justement du cercueil d'un défunt, et ben cet arbre pourrait mourir. Il y a en fait cette notion de vie, et que le cimetière ou j'ai peut-être envie de dire reprennent davantage son rôle social, son rôle culturel, et que ça devienne ou redevienne, voir comment ça fait écho en chacun de nous, un lieu de vie pour les humains, mais aussi pour la nature. Et finalement, c'est un peu ce pourquoi tu œuvres aussi auprès des communes. Qu'est-ce que ça signifie finalement que ça redevienne un lieu de deuil individuel et collectif? Il y a toute cette notion de remettre de la vie dans la mort et de la mort dans la vie qui, moi, me tient personnellement à cœur, et c'est pour ça que je trouvais intéressant et pertinent finalement d'avoir aussi cet enregistrement à tes côtés. Oui. Alors, la question est vaste, encore une fois, mais en tout cas... Comment tu peux la prendre par la porte que tu as envie. Par la porte que j'ai envie. On va dire que un de mes marottes, voilà, c'est de faire en sorte que les cimetières redeviennent désirables. Qu'est-ce que je mets par là? Je mets par là que avec les changements de société, voilà, on n'est plus là forcément où nos ancêtres, sur notre territoire d'origine, on n'est plus là forcément où on est né, on déménage pour le travail, pour l'amour, que sais-je, voilà, et que on n'a plus forcément d'attachement en fait au cimetière. En tout cas, le cimetière de de là où on est domicilié, mais pas de là où on est natif. Donc, ce qui moi m'intéresse, c'est de voir en fait qu'est-ce qui fait que on aurait intérêt en fait à y aller. Qu'est-ce qui fait que ça ne serait plus pas forcément qu'un endroit en fait de recueillement où on connaît des gens, mais que ce soit plutôt un peu comme il y avait en fait au XVIIe, au XVIe siècle, vous savez, ces petits tableaux de vanité où vous aviez un crâne, un petit vase avec un bouquet en train de flétrir, etc. Et rien qu'en regardant ça, on sait que le temps passe, et donc du coup on pense à la mort, et donc du coup peut-être que le cimetière peut être aussi un outil en fait de penser en fait notre finitude, voilà. Donc ça peut être un endroit où on réfléchit à ça en tant que tel, un endroit où on va trouver de l'information sur comment organiser des obsèques, etc. Alors du coup il y a certaines personnes comme Caroline Lançois en fait qui réfléchit à des cimetières-lieux justement où elle pense un petit peu ça. Vous avez des bureaux d'architecture qui vont notamment Annabelle Isat qui a réfléchi à des cimetières. Donc là ça se passe à Shanghai, donc bien loin de nous, mais qui sont en fait à la fois des cimetières mais à la fois des lieux de méditation pour le yoga, ou en tout cas il y a une activité autre en fait que le cimetière, mais qui est complètement compatible avec le fait de méditer, et du coup qui n'est pas qui ne vient pas en contre en fait du recueillement. Donc vous avez ces idées-là. Vous avez aussi l'idée que ça soit des observatoires du vivant. Donc effectivement, c'est des lieux protégés, comme on le disait, en fait, des espaces sacrés, en tout cas sacralisés, donc protégés, donc avec une biodiversité protégée qu'on peut observer. Alors ça c'est drôle parce que donc là on parlait de forêt sanctuaire, mais moi ce que j'aime beaucoup, et là où je travaille actuellement, et puis on a ouvert en fait j'ai ouvert un laboratoire de recherche, en tout cas avec une artiste qui s'appelle Julie Audeverin, sur le fait d'observer le petit vivant et de valoriser en fait le petit vivant, donc les mousses, les lichens, etc., au service du recueillement, en fait, qu'on est en train de l'intégrer, au lieu d'imaginer maintenant un arbre au-dessus de sa sépulture. Pourquoi pas en fait avoir une stèle ou quelque chose en fait qui va favoriser en fait la pousse d'un vivant
voilà, plus petit en tout cas. Bon, c'est à l'œuvre, c'est en recherche, mais voilà, c'est à la fois toute cette réflexion qui peut paraître un petit peu loin, en tout cas un peu loin de nos pratiques, mais en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement d'aller très loin pour revenir petit à petit en fait à une pratique, on va dire plus voilà d'aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. C'est en se nourrissant en fait le plus loin possible et en ouvrant les imaginaires qu'on va pouvoir construire en fait le cimetière à court terme en fait. Voilà. En tout cas, d'avoir une vue plus loin nous permet de nous organiser et ne pas du coup faire un peu voilà comme ça à la va-vite. En tout cas pour moi, le cimetière tel qu'il est aujourd'hui, dans nos pratiques de société, c'est d'admettre en fait qu'on va oublier nos défunts. Parce que une des problématiques que je disais au début de l'entretien, c'était le fait du repos éternel, le fait qu'on n'aille plus au cimetière pour entretenir les sépultures de nos proches. Donc les sépultures sont abandonnées. Donc on veut des monuments en fait en granit parce que du coup ça va durer très 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 longtemps et on n'a pas besoin de les entretenir, etc. Et plutôt que de réfléchir autrement, de se dire de toute façon, tout change. C'est pas très compliqué, tout change. Cette pierre, elle va finir par fissurer. Cette stèle va finir par tomber. Le gel va se mettre en fait dans une fissure, la pierre va s'exploser. Voilà. Si on pense en tout cas le monument funéraire comme quelque chose qui évolue et non pas qui est stable, en tout cas quelque chose qui change, on va plus du tout avoir la même pratique. Et donc là, c'est une profession aussi qui doit se remettre en question, et ça c'est aussi compliqué. C'est comment en fait on peut allier en fait un travail de marbrerie, comment on peut allier un travail de pompe funèbre avec du vivant, avec du mouvant. Donc, et comment en fait les gens de l'autre côté vont accepter le fait que en fait on va aller vers l'oubli, on va aller vers le changement en fait. En tout cas déjà l'œuvre des saisons. Simplement en fait une plante elle a un cycle saisonnier, et donc comment on l'intègre en fait aux sépultures. Donc voilà, donc je crois que je suis encore un petit peu partie loin, mais dans l'idée, c'est tout ça. Mais je trouve ça hyper intéressant, en fait, dans tout ce que tu dis, il y a cette notion d'impermanence qui ressort et qu'on oublie quand tu parlais justement de ce crâne, de ce petit bouquet de fleurs qui est en train de faner. Enfin, moi, ça me fait écho à cet aspect du memento mori où on oublie d'avoir une réflexion sur notre mort, on oublie de penser notre propre finitude. Et je trouve que le mot que tu as utilisé est fort. Tu as parlé de recréer de la désirabilité au cimetière. Je trouve que ce mot, par rapport au mot mort, dans la tête de la plupart des gens peut-être, semble en opposition. Et je trouve ça hyper beau et hyper culotté en même temps, tu vois, de mettre ces deux termes l'un à côté de l'autre. Ça résonne très positivement en moi, hein, c'est clairement un compliment. Mais justement, dans cet aspect-là, tu parlais aussi du petit vivant, des mousses, à l'inverse de tout cet aspect minéral qu'on peut davantage connaître aujourd'hui. Et on en parlait, toi et moi, en off, en préparant cette interview, qui a cette pensée que pour respecter la personne qui est décédée, le cimetière doit être propre et du coup tout doit être carré, etc. Ce qui pourrait aller peut-être à l'inverse. On parle souvent de ces mauvaises herbes qui n'en sont pas forcément. Et justement, il y a tout ce côté remettre du vivant dans le cimetière aussi. Est-ce que tu as envie de nous apporter quelques précisions sur ces points-là? Oui, alors sur la notion du propre, moi j'essaye d'amener les collectivités plutôt à réfléchir dans l'idée de l'entretien. Et qu'est-ce que c'est que moi dans entretien, du coup c'est un peu, j'entends la rencontre. C'est-à-dire qu'on prend soin, et donc du coup on prend soin en rencontrant en fait les gens qui travaillent au cimetière, ou en tout cas les gens qui vont du coup se recueillir sur une sépulture. Et ce qui fait que dans cette idée, alors en tout cas il y a l'idée que en fait le propre en fait d'il y a 20 ans n'est plus le propre en fait d'aujourd'hui. Le fait qu'on n'ait plus la possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires et qu'on est obligé en fait de faire avec ce qu'on appelle les adventices, pour ce mot savant, des mauvaises herbes, voilà. En fait, il s'agit non plus de les combattre, de les détruire, mais il faut les intégrer. Et de quelle manière on va les intégrer ? C'est en les regardant, en les nommant,
disant ah bah ça s'appelle comme ça et ça s'appelle pas une mauvaise herbe. Et aussi, du coup, c'est de comprendre comment en fait les employés, ou en tout cas les agents en fait communaux, gèrent du coup l'entretien du cimetière. S'il y a une visibilité là-dessus, déjà des gens qui disent que le cimetière est pas propre, ils vont commencer à se dire ah oui mais bon ils sont pas encore passés, ils vont passer tête. Voilà, bref, ils vont. Enfin voilà, en tout cas il y a un respect de ce travail par rapport à cet entretien. De la même manière, moi je trouve très intéressant de regarder que un cimetière communal, c'est globalement 20% d'espace commun contre 80% d'espace concédé, entre guillemets privé. Et donc quand vous rentrez, en fait, c'est ça que vous voyez en premier. Et que quand vous discutez, en fait, il y a plein de gens en fait qui n'ont plus la capacité en fait d'aller entretenir en fait des sépultures parce qu'ils n'arrivent plus à se plier, parce qu'ils n'arrivent plus à se baisser, parce qu'ils n'arrivent plus à frotter, etc. Donc on a inventé des séances d'entretien collectif. Donc avec mon associé qui est paysagiste, on s'est amusé à faire des séances d'entretien collectif où du coup les moins souples donnent rendez-vous aux plus souples pour aller entretenir les sépultures. Et en fait, on arrive à un résultat qui est, du coup, effectivement, on va faire en sorte que les sépultures soient un peu plus, qu'on dégage de la terre, qu'on entretient en fait des tombes. Mais c'est surtout qu'il y a un échange en fait entre les générations. Il y a un échange en fait entre les personnes d'un village qui se connaissent pas ou peu, avec des petits gâteaux et un café, un thé, etc. Et tout de suite, du coup, il y a un entretien en fait de ce qui peut se passer en fait dans le respect, pour moi, la tolérance des recueillements de chacune. Et donc si on arrive à mieux se comprendre sur toi ton propre c'est ça et moi mon propre c'est ça, et que on se retrouve autour d'un petit thé en fait pour en discuter, c'est bien plus sympa que d'aller taper sur l'épaule en fait de l'agent municipal, dis donc t'as pas été désherbé, etc. Donc pour moi, il y a un peu où d'aller dire ah t'as vu une telle, elle entretient plus la tombe de ma finette, etc. C'est pas bien, voilà. Mais ça, c'est des choses qu'on peut voir beaucoup en fait dans les villages et qui sont quand même un peu, moi c'est un peu ma spécialité quand même, du coup de travailler sur des petites communes, mais que je trouve hyper intéressante, non pas pour convaincre en fait une personne d'une vision du propre ou de ma vision du propre, mais plutôt d'aller regarder en fait sur comment on fait pour vivre ensemble, y compris au cimetière. Voilà. Donc ça, c'est une partie du travail. Et justement, je trouve que ça montre cette notion de vie avec un grand V, de partage, de rencontre, comme tu le disais, dans cette notion de entretien. Moi, dans entretien, j'entends entre et tiens, entre les tiens. Finalement, il y a cette notion d'ensemble aussi qui en ressort, de médiation, d'information, de redélier la parole en fait sur la mort. Et finalement, la mort, les morts, nos morts peuvent devenir un sujet d'échange, un sujet de discussion, un sujet d'évolution sociétale, d'évolution des mentalités qui se fait pas à pas, ou plutôt peut-être parole après parole ou thé après thé. Mais ouais, il y a toutes ces notions-là qui en ressortent. Je sais que c'est une initiative qui te plaît beaucoup et je pense que c'est l'occasion de la mentionner à ce moment-là, de parler du printemps des cimetières. Donc oui, il y aura le printemps des cimetières qui se passera, je crois, troisième week-end, du mois de mai. Et cette année, le thème est sur la biodiversité. Donc voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant en fait, en tout cas dans cet événement, c'est que il a lieu déjà depuis plusieurs années, mais c'est que on invite les gens à voir leur cimetière autrement. Donc à la fois sur un aspect patrimonial, à la fois sur un aspect végétal pour cette fois-ci. En tout cas, on va aller observer la biodiversité qu'il peut y avoir au cimetière. Et puis moi, ce que je trouve aussi là pertinent, en tout cas dans cet événement, c'est que on est en dehors en fait du calendrier classique de la Toussaint. On est en fait à un moment de renouveau. On en a un moment,
proche des rameaux, mais malgré tout, en tout cas, on sort d'un calendrier, on va dire classique, où on pense à la mort. Et donc ça réimpulse en tout cas le fait que, en fait, voilà, enfin en tout cas, ça fait que, comment je peux dire ça autrement, mais en tout cas, la mort est un sujet de chaque jour. C'est en fait tout, comme je disais tout à l'heure, en fait tout change. En fait, on fait des deuils de beaucoup de choses en fait au long de nos vies parce que on va déménager, parce qu'on a perdu un chat, un chien, parce que du coup on est en rupture amoureuse, parce que etc. Le deuil est au cœur en fait de notre activité, de nos vies. Et alors la grande mort, bon ben voilà, je la souhaite à tout le monde en fait la plus loin possible, mais le fait de l'intégrer et le fait d'intégrer l'ensemble de ces deuils, comme du coup le fameux grand deuil, on va dire, je me dis que du coup je dis pas qu'elle va être moins douloureuse. En tout cas, je me dis que il peut naître davantage en fait de beauté, il peut naître davantage en fait euh, enfin, en tout cas, de chemin. On lui fait une place et ça nous permet, en tout cas, de vivre mieux. Hein, on va du coup d'aller un peu plus loin, mais en tout cas, moi, je me dis que, en tout cas, cet événement parmi d'autres, hein, en tout cas, sert à ça. Voilà. Et du coup, le lien sera aussi en description pour que chacune puisse aller voir et pourquoi pas justement participer à ce printemps des cimetières. Il y a un point sur lequel j'avais envie de revenir. C'est vrai que le cimetière, la plupart du temps, il est aussi vu et pensé comme un lieu de mémoire individuel et collective. On l'a un petit peu dit tout à l'heure. Tu citais justement l'exemple de ces pancartes en bois qui à un moment vont finir par disparaître. Donc j'imagine que pour certains, il y a la notion d'oubli qui est là d'une certaine manière. Et dans cette notion d'oubli, c'est souvent la plus grande peur des personnes endeuillées qui parfois fait que dans notre processus de deuil, on peut rester aussi accroché et cultiver une certaine tristesse par peur d'oublier le défunt. Comme si finalement, si je retrouve une certaine joie de vivre, une certaine sérénité, ce décès, cette mort n'existait plus, alors qu'elle est toujours là, on n'oublie pas, on n'oublie jamais. Et je me dis que ça peut peut-être questionner, je vais pas dire travailler, mais en tout cas questionner certaines personnes sur cette notion de mémoire et en plus de ça sur le fait que tu te parlais de l'os blanc qui ensuite va à l'ossuaire. On parle parfois de fosse commune. Est-ce que peut-être tu veux justement aller corriger, j'ai envie de dire peut-être ces clichés-là et montrer qu'il y a aussi cette notion d'hommage derrière? Oui. Mon point de vue n'est pas que demain, en fait, il y ait, on va dire, un cimetière où on voit plus de sépultures, etc., etc. C'est pas forcément mon propos. Je dis juste que l'oubli est naturel. Et après, c'est une histoire de temporalité. C'est-à-dire que quand on a perdu un être cher, en fait, au bout de 20 ans, on pense toujours à lui, et parfois comme au premier jour de sa mort. Donc c'est vraiment propre à chacune. Là-dessus, en tout cas, c'est. Et après, simplement, en fait, le devoir de mémoire, ou en tout cas la mémoire, elle peut se retranscrire à plein de niveaux différents. Donc, ça peut être, donc quand je parle d'ossuaire municipal et qu'on va mettre des défunts en fait à l'ossuaire municipal, la plupart du temps, là, moi, je parle de défunts qui ont été exhumés et qui sont, comment dire, qui sont morts en fait début du 20e, donc 1900, 1905, etc. En fait, on ne sait plus, qui c'est. En revanche, l'ossuaire municipal va leur redonner corps, si je puis dire, parce que en fait, effectivement, on les déplace. Mais si cet ossuaire municipal est bien conçu, bien fait, en tout cas, la mairie peut tout à fait dire en mémoire en fait des habitants de notre village. Il peut y avoir une plaque, il peut y avoir en fait quelque chose de végétalisé, ça peut être mis en valeur le fait que c'est la dernière demeure, en fait la convergence en fait des habitants de ce village, par exemple. Donc il y a ça. Il y a ce qu'on appelle une association qui s'appelle le Souvenir français et qui travaille en fait sur la mémoire des soldats notamment.
en fait dans nos cimetières. Donc et qui travaillent aussi en fait au patrimoine sépulcral. Donc ça veut dire sur le patrimoine en fait des sépultures anciennes. Vous avez des municipalités qui se mobilisent justement pour préserver en fait des sépultures anciennes et qui par là en fait préservent en fait un patrimoine artisanal en fait aussi, parce que c'était un maçon ou un tailleur de pierre en fait local qui faisait en fait l'ensemble des sépultures de l'époque et qu'elles vont avoir une typologie particulière, etc. Donc vous avez un classement en tout cas de cet art funéraire aujourd'hui, et je le trouve très intéressant parce que par là, quand vous entrez dans un cimetière aussi, vous voyez, alors, je vais utiliser des gros mots, mais on voit en fait une sorte de palimpseste, ou en tout cas on voit toutes les couches en fait de vie qu'il peut y avoir eu dans un village par la manière dont les défunts ont été traités. Et donc vous avez du coup les monuments qui ont été fabriqués main, jusque donc voilà, vous avez parfois des petits récits qui sont écrits, décédé à l'hôpital de machin nanana, morte en couche, mort à l'âge de 19 ans pour telle raison, etc. Et vous avez comme ça la grande histoire et la petite histoire qui se mêlent. Et quand vous visitez le cimetière, en fait, c'est une manière de visiter l'endroit où vous pouvez vivre, l'endroit où vous vous rendez en vacances. Des fois, les gens visitent des cimetières comme ça. Et donc, c'est aussi un livre ouvert sur l'histoire, en fait, d'un territoire. Donc, pour moi, travailler à cette mémoire-là, c'est aussi très intéressant. Seulement, en fait, il y a des gens aujourd'hui qui veulent plus forcément avoir, du coup, de dur, voilà, et qui préfèrent avoir un retour à la nature. Donc, c'est ça que je trouve passionnant et que j'ai pas de réponse comme ça en claquant des doigts, mais que ça se travaille et que ça se tisse avec chaque commune, vraiment avec chaque municipalité. C'est comment on va faire la place à tout le monde. Comment, en fait, cet endroit est un lieu de tolérance sur le recueillement de chacun et une préservation, en fait, de la mémoire, en fait, des habitants, habitantes. Donc, il y a vraiment à la fois une préservation du patrimoine, à la fois un travail sur la mémoire, en fait, des gens qui viennent de partir, un accompagnement parfois de la famille ou des familles sur du coup l'évolution de la sépulture. C'est ce que fait Niort par exemple, avec du coup sur une année un accompagnement en fait de la famille de là c'est le temps de planter, là c'est le temps en fait d'enlever le cerclage de bois pour laisser place en fait qui délimite la sépulture. Petit à petit en fait la tombe prend sa place, voilà, et ça c'est guidé par la commune. Et donc on va pouvoir avoir un cimetière pluriel. Et je me dis qu'il va pouvoir répondre à la fois d'une manière paysagée, à la fois d'une manière patrimoniale, à la fois travailler sur une mémoire vive. Donc ça peut être aussi, là on parle d'accompagnement des familles, mais ça peut être aussi des dispositifs sur donc ça se voit aussi sur l'accompagnement des familles qui ont perdu des tout petits, des nourrissons, voire du coup des bébés avant la naissance. Et donc il y a des jardins de dispersion en fait, des jardins du souvenir spécifiques en fait pour ces familles. Et donc on va faire un événement annuel pour inviter en fait les familles endeuillées à se rencontrer et à célébrer en fait cette vie qui s'est arrêtée très vite. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit que ces familles elles se rencontrent et que ça va peut-être leur permettre d'être moins isolées. Ça permet en tout cas de célébrer et d'être un peu plus attentif en fait à cette vie courte mais qui a été avec beaucoup d'espoir. Et ça fait qu'on prend soin en fait des habitants et des habitantes. Pour moi, c'est un facteur en fait de là ça va avec le cimetière désirable, mais pour moi en fait un cimetière bien conçu et qui prend soin en fait des endeuillés, c'est un facteur d'attractivité en fait pour un territoire. En tout cas, les gens vont avoir envie en fait d'aller vivre là parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir mourir et du coup que leur mémoire va être du coup respectée. Voilà.
C'est important, je trouve, d'avoir ce point sur la mémoire, et finalement, ça va me faire un lien pour amener un dernier point et en même temps une conclusion, qui est, on en a parlé très très brièvement tout à l'heure, mais la notion de crémation qui prend de plus en plus sa place finalement dans nos sociétés aussi, et on entend parfois justement de pouvoir partir sans laisser de traces. Et du coup, ce qui peut faire écho à cet aspect de mémoire, d'oubli peut-être matériel, visuel, mais pas d'oubli dans le cœur, hein, comme on l'a dit, même 20 ans après, tu le disais très justement, on peut y penser comme au premier jour. Et on avait cette réflexion un peu ensemble de se dire, finalement, est-ce que demain, et c'est une question ouverte à laquelle peut-être tu n'auras pas non plus de réponse toute faite, et c'est très bien comme ça, c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est de planter des graines de réflexion, et libre à chacun, chacune de se faire sa propre réflexion, d'être d'accord, pas d'accord, qu'importe en réalité, mais de se dire que potentiellement demain, c'est toute une génération, voire plusieurs, qui pourraient disparaître sans laisser de traces, ou en tout cas sans laisser de traces dans un cimetière. Peut-être qu'est-ce que ça t'évoque, tiens, pour conclure? Ce point précis, c'est parce que c'est l'effet des dispersions. L'effet, en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont crématisés. C'est 60% des gens en ville, 40% des gens globalement sur le territoire français. Ça augmente, hein, on est peut-être plus proche de 50% d'ailleurs aujourd'hui, avec beaucoup de gens qui veulent être dispersés en pleine nature. Et donc, ça pose la question de mettre très loin de nous, en fait, du coup, le défunt. On ne sait, certaines personnes n'ont pas besoin d'un lieu pour se recueillir, d'autres ont besoin d'un lieu. Et donc ça, c'est propre à chacun, chacune, encore une fois, de gérer son deuil comme il le souhaite. En revanche, ça n'empêche pas d'avoir, finalement, au-delà d'un cimetière, une cité des morts, là où, enfin, moi je l'appelle un peu comme ça, où on va consigner en tout cas les noms en fait des personnes qui sont parties. Et donc le risque de la crémation et des dispersions en fait très nombreuses, finalement effectivement, c'est ce fait de ne plus avoir de traces, d'avoir comme si on avait un trou en fait dans ce millefeuille que je décrivais tout à l'heure sur l'histoire d'un village. Et ça pourrait être dommage. Au-delà d'être dommage, ça pourrait peut-être, du coup, ça c'est des choses qui sont en étude, provoquer des formes de traumatisme en fait, ou en tout cas des formes en fait de mal-être, des deuils non concrétisés. Et donc tout l'enjeu en fait, c'est d'accord, on disperse en pleine nature, mais c'est de s'assurer que il va y avoir une forme qui subsiste et qui va du coup en tout cas être possible, en tout cas dans le cimetière, en tout cas pour que ça puisse que cette cité des morts elle puisse être complète, si on peut dire. Et ça c'est vraiment ça c'est des études un peu anthropologiques au final et archéologiques, parce qu'en fait quand vous regardez les cultures en fait très variées, c'est soit on met les morts très très loin de nous parce qu'on veut pas que les fantômes nous harcèlent, grosso modo, soit on les met très 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 près de nous parce que du coup au contraire on leur demande des conseils. Et donc c'est des ancêtres qui vont être des piliers dans notre construction du coup de vie. Et voilà, donc c'est assez vaste cette manière de penser, et donc du coup je pense qu'on a quelque chose en fait à travailler là-dessus, de qu'est-ce que ça fabrique la crémation, qu'est-ce que fabrique la dispersion, qu'est-ce que va fabriquer un cimetière naturel où on ne voit plus les sépultures, et donc c'est de se dire quelles traces on laisse pour du coup mettre à bonne distance des fantômes ou les ancêtres pour certains, voilà. Mais en tout cas, c'est à ça qu'on peut travailler, quoi. Voilà. C'est finalement comment laisser une trace autrement, et ce qui peut peut-être être intéressant pour poursuivre cette réflexion de manière personnelle et intime, c'est de se dire ok, si moi je décède demain, quel est déjà le mode de sépulture aussi que je souhaite, et si éventuellement je vais vers la crémation et que je souhaite une dispersion en pleine nature, ce qui fait qu'il y aura pas de traces, un petit peu comme on en parlait,
comment je peux laisser ma trace autrement, parce que peut-être que moi j'ai pas besoin de traces, je serais mort, je serais plus là le jour J, mais peut-être que les personnes qui restent, mes proches, ont eux besoin, et là encore une fois, comme tu le disais très justement, c'est propre à chacun, d'avoir un lieu d'hommage. On parle parfois d'hôtel, mais quelque chose qui permet justement de rendre hommage et d'avoir cette mémoire qui continue à prendre vie, à prendre corps, parce que je trouve que ça fait sens de le dire comme ça. Et justement, c'est pour ça que j'avais à cœur de partager cet épisode avec toi, pour montrer que finalement tout est tout est à bâtir. Il y a encore plein de choses à pouvoir penser, à pouvoir réfléchir. Et peut-être justement pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que soit on n'a pas échangé et qui te tiendrait à cœur de mentionner, ou une ressource, quelle serait ta petite phrase de conclusion? Wow, petite phrase. En tout cas, dire que grande, hein. ouais, en tout cas dire que la législation telle qu'elle est aujourd'hui, elle est très permissive. On a l'impression qu'on peut pas faire beaucoup, et au contraire, en tout cas, on peut être inhumé en pleine terre, soit mettre une urne en pleine terre, soit mettre un cercueil en pleine terre, avec ou pas de monument. Finalement, c'est très libre. On a l'impression comme ça, mais réellement, c'est très libre. Vous pouvez posséder ou pas, en fait, une concession, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un terrain commun. Toutes les municipalités, en fait, ont des terrains communs. Donc, ça, je parle pas de fosse commune, je parle bien d'un terrain commun, puisque ça, c'est encore, on n'a pas expliqué ce terme, mais ce qu'on appelle une fosse commune, c'est un emplacement individuel, une fosse, en fait. Et donc, on n'est pas mélangé. On a un emplacement individuel, qui est possédé par la municipalité et qui n'est pas concédé, en fait, à un ayant droit. Voilà, pour faire court. Et il y a un autre type aussi de concession qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est la concession collective. On a l'impression qu'on doit être inhumé avec toute sa famille. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des familles de cœur, au-delà des familles de sang, et que si vous voulez être enterré avec vos amis, avec vos voisinages, je ne sais pas, en tout cas avec votre communauté de vie, c'est possible, parce que vous avez ce qu'on appelle donc des concessions collectives, où vous pouvez nommer qui peut être dans la concession. Donc vous n'avez pas forcément de lien de sang, mais vous pouvez être avec des copains, des copines, etc. Pour moi, ça c'est hyper important, vu les changements de société qu'on a aujourd'hui. Ça rouvre quand même un peu l'imaginaire à côté de qui je vais être inhumée, Et puis ça c'était en tout cas sur le point de vue social, en tout cas moi ça me tenait à cœur de le dire. Et puis j'avais envie de dire aux gens en fait d'ouvrir les imaginaires un maximum, ce que je disais au départ, et que de pas se brimer, et ensuite d'aller regarder comment vous pouvez le concrétiser. Mais ne pas se fermer la porte, et ensuite aller regarder en tout cas effectivement la réglementation du cimetière de votre ville, mais en vérité il y a beaucoup de choses possibles, donc on peut se détendre. C'est une belle conclusion. Merci d'avoir ouvert ce champ des possibles avec moi, et puis maintenant à chacune de le cultiver de la manière dont il ou elle le souhaite. Franchement, Hélène, un grand merci. On retrouvera tes liens aussi en description si ça intéresse des personnes, si les personnes ont des questions pour venir vers toi et te contacter. Et puis voilà, juste tout simplement un grand merci, et puis au plaisir de recroiser ton chemin. Merci à toi, Charlène, c'était super de pouvoir parler de ce sujet-là, c'est super pour moi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés, et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien, et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?